Sarah Diroy. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ma chaise. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente, très Ça me fait excitée. plaisir. Tu es fondatrice du podcast Les Infertiles. Oui, C'est un sujet qui est assez tabou. absolument. C'est un sujet qui est sensible. Et en fait, je t'ai invitée pour en connaître un peu plus sur les démarches derrière ton podcast, mais aussi qu'est-ce qui t'a mené à vouloir parler autant de ce sujet-là? Ben, tout d'abord, j'ai vécu de l'infertilité moi-même, donc ça part d'une démarche extrêmement personnelle et intime, évidemment. Je pense pas qu'on se lance dans un projet aussi niché sans l'avoir vécu ou expérimenté personnellement. Et en fait, avant même de vivre de l'infertilité, moi, ça faisait quand même un bon 2 ans que j'avais l'envie de lancer un podcast, mais que je savais pas sur quel sujet ou quel angle avoir pour mon projet. Et je ne voulais surtout pas lancer un podcast pareil comme les autres, hein. Fait que je veux pas dénigrer aucun podcast, mais des podcasts sur l'humour, sur le développement personnel, sur le sport, Il y en a plein. il y en a plein. Ouais. Et moi, je suis une fille qui haït faire comme tout le monde dans la vie. Donc c'est ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'essayais de chercher une idée là, tu sais, qui allait m'accrocher puis qui allait m'allumer pour lancer mon podcast. Et ben éventuellement, l'infertilité s'est invitée dans ma vie, dans nos vies, à mon chum et moi. Et c'est en revenant d'un shower de bébé que j'ai su que j'allais faire un podcast sur l'infertilité. En revenant de ce shower-là, ben probablement c'était la pire erreur pour moi là de me pointer à ce shower-là. Donc quand on vit de l'infertilité, tout ce qui est shower de bébé, grossesse, annonce de grossesse, c'est extrêmement souffrant, confrontant parce que ça te confronte à ta réalité à toi qui est tout le contraire de ce que les gens vivent. Ouais, souvent, il y a du monde qui me disait, parce que moi aussi j'en ai vécu, mais il me disait, ah, ça devrait pas t'affecter, dans le fond. Pourquoi ça t'affecte? Dans le fond, c'est-tu de la jalousie? Puis ça me faisait comme suer, Mhm. parce que c'est pas vraiment que d'être jaloux ou, tu sais, quand on a de la peine, c'est parce qu'on est confronté à notre propre douleur. Absolument. Absolument. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec de la jalousie. Jalousie, puis c'est correct, c'est normal parce que l'infertilité, on en parle peu, c'est pas médiatisé. Les gens ne comprennent pas la complexité derrière cette maladie-là parce qu'au Québec, l'infertilité, c'est reconnu par notre gouvernement comme une maladie. Et parce que c'est peu médiatisé, tu sais, il n'y a pas de campagne de sensibilisation autour de cette maladie-là qui, j'aime le rappeler, touche 17,5% de la population. C'est une personne sur 6. C'est énormément de gens. Et à chaque personne que je croise, que je donne cette statistique-là, tout le monde tombe des nues, là. Comme ils pensent pas que ça touche autant de gens. Parce que justement, on n'en parle pas dans les médias ou on n'en parle pas assez à mon goût et les gens souvent qui vont vivre de l'infertilité vont vivre tellement de honte et de culpabilité qu'ils vont garder ça pour eux. Est-ce que tu as une opinion par rapport à ça? Pourquoi tu penses que c'est pas autant parlé dans notre société? Parce que, je veux dire, pourquoi il n'y en a pas de campagne de sensibilisation? C'est une excellente question, Vanessa. Pourquoi il n'y a pas de campagne de sensibilisation par rapport à l'infertilité? Parce que j'ai vu, il y a pas longtemps, des annonces, des panneaux de fertilistes qui Oui, commençaient tranquillement. Non? oui, Là, j'ai mais fait ça, wow! c'est privé, C'est privé, ça. mais c'est ça. Mais pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Tu sais, donc Fertilis, c'est le nom d'une clinique de fertilité privée qui a 2 succursales au Québec. Ils sont à Laval puis à Brossard. Je vous fais une belle petite pub ici, Fertilis, ça me fait plaisir. Ben, c'est eux qui se sont achetés un panneau publicitaire sur le bord de l'autoroute, là, tu sais. C'est pas le gouvernement, là, qui investit là-dedans, là, tu sais. Fait que, je ne sais pas, est-ce qu'à un moment donné, on va y arriver? Est-ce que le gouvernement nous entende pour de bon, pour de vrai, nous comprenne pour de vrai? Je l'espère et ça fait partie de mes nombreuses missions que je me suis données avec le podcast, de se faire entendre. Mais c'est ça. Je pense que je pense qu'un jour, ils n'auront pas le choix. Es-tu d'accord avec moi? Je Parce que pense,
on le sait toutes les deux que la fertilité est en pente descendante. Ben oui! Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans, dans 20 ans? Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils prennent ça en charge puis qu'ils comment je pourrais dire, qu'ils font des recherches. Parce que ce qui manque, je pense, c'est le manque de recherche par rapport à ça, justement. Tu sais, c'est pas payant, l'infertilité pour eux, là. Ben, ça dépend. Tu vois, ça, c'est encore drôle. Donc, premièrement, je voulais juste dire qu'en 2024, on a rencontré le plus bas taux de naissance depuis, genre, les 10 dernières années, là. Je me souviens plus de l'année exact, là. On l'avait dit dans l'épisode avec, il me semble que c'était avec Marois Risky ou avec Sabrina Fortin. On a reçu la directrice de santé mère-enfant qui travaille pour le ministère de la Santé. Donc, on l'a reçu, puis il me semble que c'est dans l'épisode avec elle qu'on a parlé de ça. Bref. Je divague, mais qu'est-ce que tu me disais? Oui, c'est ça, ils n'auront pas le choix, c'est pas rentable. OK, moi, ça, on en a parlé avec Marois Risky. En voulant dire que c'est pas rentable, c'est que ça coûte cher. Oui, mais c'est parce que les gens qui vont naître de ces traitements de fertilité-là, là, ça va devenir des payeurs de taxes. Mais c'est ça. Ça va devenir des travailleurs. Ça fait que oui, je pense que c'est complètement rentable. C'est pour ça qu'on se demande tout, mais pourquoi? Pourquoi qu'ils le font pas? Tu sais, je regarde aux États-Unis, là, ils ont verbalisé que ça allait être pris en charge. Mm-hmm. Pourquoi ici au Canada, ça l'est pas? J'ai envie de te dire que parce qu'au Canada, on prend pas encore ce dossier-là assez au sérieux. Tu sais, moi, je l'entends beaucoup dans la société et dans les croyances populaires que les gens qui souffrent d'infertilité, c'est des capricieux. Hein? Ben oui! Ben oui, je l'ai entendu souvent, ça. On se plaint le ventre plein. Ah là là là. Oui. Hey, si t'es pas capable de faire un enfant, c'est un signe de la vie, là. Ah oui, c'est ça. Ben oui, ça, je l'ai entendu combien de fois. C'est la nature. C'est la nature qui en a décidé. C'est la nature. Non, exactement. Non, c'est sûr, toi, t'es capable. Mais tu sais quoi, la nature va tellement bien que l'infertilité, là, c'est une maladie qui va toucher de plus en plus de gens. C'est pas une statistique qui va aller en s'améliorant, là, une personne sur 6, là. Puis moi, je me suis un peu intéressée, justement, puis je pense que toi aussi, à savoir pourquoi la fertilité a descendu autant, tu sais, puis là, on pourrait en parler pendant des heures, là. Ben, on va le dire brièvement, parce que là, je suis pas une spécialiste de tout ça, là, mais il y a les facteurs environnementaux, la pollution, le mode de vie. Les gens sont de plus en plus stressés. Oui, le stress a un impact sur la santé, jusqu'à avoir un impact sur la fertilité. Pas dans le sens de tu y penses trop, t'es trop stressé, arrête d'y penser, tu vas tomber enceinte. Pas dans ce sens-là. Non. Dans le sens que le mode de vie que nous avons est très différent de 1925, par exemple. C'est ça, exactement. On est complètement ailleurs. Il y a le fait qu'en 1925, les femmes avaient des enfants vraiment plus tôt. Ah oui, absolument. Un autre facteur. Exact, un autre facteur. L'alimentation aussi. C'est beaucoup moins transformé à l'époque qu'aujourd'hui. Moi, je pense que l'alimentation, c'est un des grands qui nous a apporté un changement comme ça, là. Oui, donc c'est ça. Donc, tous les perturbateurs endocriniens, ça, il y en a partout. Il y en a dans l'air qu'on respire. Hey, le plastique. Mais regarde, c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que il y a un paquet de facteurs qui évoluent pas toujours positivement et qui vont affecter d'une façon, que ce soit directe ou indirectement, la fertilité, autant féminine que masculine. Parce que ça aussi, c'est important pour moi de le rappeler, que l'infertilité, ce n'est pas une affaire de femmes. Ça, je pourrais péter un plomb à chaque fois que j'entends ça. Ouais, je t'ai vu dans tes épisodes, ça paraissait. Avec le politicien Vincent Marissal, qui est le porte-parole en matière de santé pour le Parti Québec solidaire. Ça, c'est un point que je voulais apporter aussi, c'est que dans tes podcasts, j'aime vraiment le fait que on sent que tu connais ta matière, puis d'un fois, il y a des gens qui s'assoient sur ta chaise, on va dire ça de même, s'assoient sur ou ce qui va dans ton podcast, et on sent que c'est des gens qui seraient censés de connaître leur matière. Ben surtout quand que j'invite des politiciens ou des médecins ou des, tu sais, peu importe. Oui. Mais qui sont juste même pas au courant d'à peu près la moitié de toi, qu'est-ce que tu sais. Oui. C'est vrai que ça peut faire friser les oreilles de certaines personnes, puis ça, je peux le comprendre. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, surtout, là, je veux pas encore y taper sa tomate, là, parce que je l'ai... Ben ouais. Il fait tellement pitié!
j'y suis pas allée de main morte avec lui. Je pense que j'ai resté quand même calme Ouais, mais et t'avais respectueuse tellement des polis. raison. Tu sais, Mais c'était c'est parce tellement que comme approprié de le faire. ça faisait 6 mois, là, qu'il était invité, là. Ça Ouais. faisait 6 mois qu'il savait qu'il s'en venait à mon podcast, Ouvre là. ton petit livre, là. Non, Va non, relire tes mais notes. informe-toi, là, t'es une porte-parole en matière de santé. Je t'invite à parler d'un enjeu de société qui touche 17,5% de ta population. Ouais. Si tu veux gagner des points, mon petit homme, là, Je t'ai tellement trouvé hot, là. J'étais ben, genre, merci. ah! J'étais là, OK, non, elle, Merci, t'es bien ouais, ouais, fine. ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, les médecins, là, que je reçois, là, ça, non, c'est eux autres qui m'apprennent, là, la majorité du temps. Je pense pas que j'ai remis un médecin ou une psychologue à sa place, mais oui, c'est ça. Donc, l'infertilité, ce n'est pas une affaire de femmes. C'est parce que il y a autant de causes d'infertilité masculine que de Ouais, causes et d'infertilité c'est féminine. 50-50. C'est 50-50. Mm. Et ça, je pense que ça rajoute. Fait que quand ils disent, excuse-moi, je te coupe, quand ils disent, hey, tu y penses trop. Ben ça oui, n'a pas rapport. ben Si oui, c'est le gars qui a ben oui. l'infertilité. Bon, ben c'est lui qui y pense trop. Fait que c'est le gars qui y pense trop. C'est ça. Pense-y pas, tu vas Ah tomber non, enceinte, c'est tu ça. vas voir. Ah non, c'est ça. Moi, les clichés comme ça, là, ça me. Je pense que c'est ça parce Oh, que. en on dirait... voyage! Non, mais on dirait qu'on. Ça, c'est. Moi, là, la colère que j'ai ressentie, c'est l'injustice. Absolument. Je me sentais incomprise, puis j'étais Ouais. comme, mais vous. Tu sais, puis là, plus que ça allait, plus que moi aussi, je me suis dévoilée sur les réseaux sociaux, entre autres. Puis là, je recevais des messages comme ça dans ce genre-là. Puis Ah j'étais. ouais! Moi, ça venait me chercher ça, là. Tu sais, les phrases toutes faites, là. Hey, le monde se permet tellement, là, Arrête mêlez-vous d'y de vos penser. affaires! Ah, ben oui, ça va changer quelque chose. Oui, Puis là, oui, t'en as c'est tout le ça. temps une qui dit, oui, mais moi, ma belle-sœur, Oui, oui, oui. elle a Oui. arrêté d'y penser, Oui, oui. puis du jour au lendemain. Mais oui. Moi aussi, je me laisse fait dire plein de fois, là. Plein de fois. C'est ça. Oh oui. Ah, moi, c'est quand que j'ai pris la décision que je vendais toutes mes affaires de bébé, finalement, que je suis tombée enceinte de mon deuxième après X nombre d'années d'essai. Bon, ben écoute, je suis vraiment contente Bravo pour pour toi. Mais on remercie la vie et reconnais la chance que tu as. Ouais, parce que ça c'est pas comme ça pour tout le monde. Non, effectivement, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que pour revenir à la question de on va-tu se faire prendre au sérieux? Ils auront pas le choix à un moment donné. Je pense qu'effectivement, ils auront pas le choix. C'est juste qu'avant qu'on se rende au moment dans la vie où le gouvernement ou les gouvernements vont réaliser que l'infertilité, c'est un enjeu sociétal majeur, d'importance primordiale, j'ai peur qu'on se voit encore couper nos traitements de fertilité. Ah oui, avant qu'ils recommencent à le redonner. Je pense que je t'apprends rien pour te dire que la santé, ça va extrêmement mal au Québec. Les finances de la santé vont extrêmement mal. Et il y a pas si longtemps, le gouvernement de la CAQ, le gouvernement de François Legault parlait de couper des milliards. Imagine. En Fait que santé. l'infertilité devrait passer là-dedans, là. Fait que tu penses-tu que nous autres, là, les capricieux là, de la société, Ah là, ouais. qui sont mal compris, qu'on a juste un cycle de fécondation in vitro, puis qu'on a 6 inséminations qu'on s'est fait couper il y a 2 ans, on est passé de 9 à 6. Tu penses-tu moi, j'ai peur. Puis, je suis pas la seule. J'ai un médecin aussi qui m'a partagé ses appréhensions. Oui, par rapport à ça. Fait que, j'espère pas. C'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'avant qu'on puisse gagner une couverture plus élargie pour les traitements de fertilité. On va se la faire couper avant. Peut-être. Je serais pas surprise. Quelle tristesse. Absolument. Quel désastre, en fait. Ouais. Quel désastre. Y a-tu une histoire dans ton parcours qui t'a touché plus qu'un autre? Oh my God. Non. Dans le sens où toutes les histoires sont touchantes, toutes les histoires sont injustes, toutes les histoires sont tristes. Tu l'as mentionné, l'infertilité, selon moi, c'est une des plus grandes injustices de ce monde. Tellement. Pourquoi? Puis tu sais, c'est ça aussi, pourquoi, une des premières questions que tu m'as posées, pourquoi tu penses que le monde n'en parle pas? Parce que la société nous enseigne encore que le chemin de la vie normale, c'est d'aller à l'école, de se trouver une job,
de se mettre en couple, de se marier, de s'acheter une maison, puis après ça, tu fais des enfants. Fait que quand faire des enfants ou une de ces autres étapes-là de la vie que la société te dicte que c'est ça le bon chemin à faire, c'est ça le modèle de vie à emprunter, quand il y a une de ces étapes-là qui ne marche pas, comment est-ce que tu penses que tu te sens, toi, comme individu? En Détruit. échec. Oui, Ben, en échec. T'es détruit, tu te culpabilises, t'es pas bon, t'es un incapable, t'es en échec. Pourquoi moi je suis pas capable puis tout le monde est capable? Puis là, quand on arrive à justement la procréation puis se reproduire, tu te dis, asti, c'est l'affaire la plus naturelle, la plus biologique C'est que censé d'être genre super naturel, là. Hey, on nous enseigne à l'école de mettre un condom parce que c'est donc facile de tomber enceinte, faut donc faire attention. Mais Puis jamais dans on notre prend de la contraception depuis qu'on a 15 ans, puis finalement, puis jamais dans notre parcours, dans notre on éducation. nous a éduqués que ça pourrait arriver. Non. Ouais. Jamais, jamais, Même jamais. dans les écoles, tu touches un bon point, justement. C'est pas enseigner l'infertilité dans les écoles. Alors que ça le devrait. Ça le devrait. 100%. Parce à que même peut-être titre. que la fille ou le gars vont, mettons, qu'ils vont apprendre, qu'ils vont s'éduquer sur le sujet. Moi, j'avais déjà entendu des médecins dire, tu sais, exemple, là, à partir de 20 ans, il y en a qui pourraient faire leur bilan pour à savoir, tu sais, sont-tu fertiles, ils ont-tu des problèmes, avant d'attendre jusqu'à un certain point où là, ça commence à être un peu trop tard. Tu sais, fait que c'est ça. C'est tout ça, on dirait que c'est comme un système. Oui. Le système est comme mal fait. C'est qui fait qu'on en est au point à ce jour aussi, c'est aussi difficile de vivre avec de l'infertilité. Absolument. À cause de tout ce système-là. Parce qu'on n'est pas préparé. J'aime ça. Le système ne nous prépare pas à être confronté à ça, à être confronté à l'infertilité. Et je pense que ça contribue au fait que les gens s'isolent, vont vivre de la honte, de la culpabilité et qui voudront pas en parler. Parce que, et d'un autre côté, ils vont se dire, mais à qui je vais en parler? Qui connaît ce sujet-là? Qui est capable de me comprendre puis de m'écouter? Moi, j'ai pas envie de me faire dire des affaires de, arrête d'y penser, à un moment donné, ça va finir par marcher. T'es encore jeune, t'as le temps. Non, non! Ouais. Moi, j'en voulais pour hier, là. C'est ça. Moi, là, avec le nombre d'années que ça fait que j'essaye, là, mes petits seraient à la maternelle, là. Seraient en première année, là. Arrête de me dire que je suis encore jeune puis que j'ai encore le temps, là. OK? Puis j'ai aimé aussi ton post que tu as fait cette semaine pour, vu que c'était la santé mentale. La journée de la santé mentale. On s'entend-tu que ça, tu sais, ça me donne des frissons, là. Moi, j'en ai vécu, là. Moi, ça me shut down complètement. Ça l'a affecté ma vie personnelle, ça l'a affecté mon couple, on n'en parle pas assez de ça. Que ça affecte la santé mentale. Fait que, tu sais, là, ça va loin, là, l'infertilité. C'est pas juste une chose, c'est que ça vient vraiment, là, entacher tout le reste de ta vie. Absolument! Puis, moi, j'ai toujours dit, j'avais l'impression que ma vie était sur pause, puis qu'il y avait rien, je pouvais comme rien organiser d'autre. On parlait, tu sais, les traitements. Là, tu peux plus comme te projeter dans l'avenir parce que là, tu sais, ouais, je vais être en train de faire un cycle, je pourrais pas faire ci, je pourrais pas faire. Tu sais, fait on dirait que ta vie est sur pause. Absolument. Tout tourne autour des traitements, de la planification des traitements, des chirurgies. C'est pas rare qu'en fertilité, les femmes, les hommes même vont devoir passer par une ou multiples chirurgies. Fait que tu sais, t'es toujours en attente de comme douloureuse, absolument. Autant physiquement que émotionnellement, que psychologiquement. Puis tu sais, t'as dit, t'as shut down, mais je trouve que ça revient à l'enseignement qu'on a en tant que société, parce que la société nous dit, en gros, t'es personne si t'es pas un parent. Ouais. Fait que toi, là, tu remets ton identité en cause. Ouais, OK, mais si j'ai pas d'enfant, je suis qui? Exactement. Je vaux quoi? C'est quoi ma valeur, moi, si je suis pas capable de mettre au monde la société de demain, tu sais? Puis même si on veut pas se dire ça, notre cerveau tu sais, mais on est conditionné. On est conditionné, exactement. On est conditionné à ça. Fait que ça contribue à la profonde souffrance que peut causer l'infertilité. Moi, là, et ça aussi, ça me fait toujours friser les oreilles, pour pas dire autre chose, quand j'entends que les burn-out, que les épuisements, c'est causé juste par le travail. Moi, là, je suis capable de reconnaître que j'ai vécu pas un, mais 3 burn-out à cause de mon infertilité.
Et je suis convaincue que si j'avais jamais vécu d'infertilité dans ma vie, j'aurais jamais vécu d'épuisement. Peut-être que j'aurais eu des périodes un peu plus difficiles, tu sais, de remise en question professionnellement parce que j'ai changé de carrière. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais, mais jamais j'aurais descendu, jamais j'aurais souffert comme j'ai souffert dans ma vie à cause de l'infertilité. J'ai déjà dit dans mon épisode avec Marie-Claude Savard, où est-ce qu'on débattait, elle et moi, que l'infertilité, c'était pas une maladie comme une autre, puis qu'on meurt pas d'infertilité. J'ai dit non, effectivement, on meurt pas concrètement d'infertilité. On meurt en dedans. Mais j'ai dit, moi, là, j'étais allée tellement profond dans ma souffrance que j'ai compris pourquoi les gens... J'ai compris pourquoi les gens s'enlevaient la vie. J'ai eu mal à ce point-là de me dire, si je continue de souffrir, d'avoir mal comme ça, je pourrais pas continuer. Non. Je pourrais pas y arriver. Fait que j'ai dit non, je suis pas morte physiquement, mais il y a des parties à l'intérieur de moi qui sont mortes. Il y a des parties de la Élodie d'avant qui reviendront jamais, puis c'est correct parce que dans le sens où il y a d'autres parties qui sont nées. Fait que... Justement, ça fait partie de ton parcours. Tu trouves-tu que tu as grandi à travers ton parcours? Ben, ça a été comment? Je sais que tu as vécu une période plus sombre, ouais. mais là, je te vois comme... J'ai l'impression que ça t'a fait grandir, tout ça. Qu'est-ce que tu... Moi, là, Vanessa, là, puis c'est très paradoxal, puis peut-être même contradictoire, ce que je vais dire, là. Mais malgré la profonde, et j'insiste sur les mots, la profonde souffrance que j'ai vécue à cause de mon infertilité, là, à la fois l'infertilité aura été un grand cadeau dans ma vie. J'aime ça. Parce que l'infertilité m'aura permis de prendre soin de moi comme jamais je n'aurais probablement pris soin de moi dans ma vie. Et dans comment tu dis ça? Dans le fait que j'ai pris soin de moi à ce point-là, je me suis remise en question, pas juste par rapport à mon désir d'avoir un enfant qui était viscéral depuis que je suis toute petite, soit dit en passant, mais par rapport à ma carrière, par rapport à mes envies, au mode de vie que je veux avoir. J'ai aujourd'hui 34 ans, puis tu sais, je m'étais jamais posé ces questions-là, tu sais, avant jusqu'à tout récemment, tu sais. Puis ça m'aura permis de connaître le développement personnel. Tu sais, oui, je consultais en psychothérapie depuis, tu sais, j'ai une psychologue que j'ai depuis plus de 5 ans, tu sais, mais mettons, développement personnel, de voir vraiment la vie d'une autre façon, tu sais, jamais j'avais fait découvert ça. Une autre personne complètement. Oui, puis des forces que j'avais aussi que je connaissais pas, tu sais. Puis ça m'a permis aussi tout ça, là, toute cette remise en question-là, ben ça m'a permis de quitter ma job et de me lancer comme travailleur autonome. Donc au moment où on enregistre cet épisode-là, ça fait quelques semaines à peine que je suis 100% travailleur autonome. Bravo! Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment un grand saut dans le vide que je fais, mais avec beaucoup de conviction. Fait que c'est ça. C'est vraiment inspirant, puis je pense que c'est ça. Tu sais, c'est une belle histoire. Tu as un parcours atypique, on peut le dire comme ça. Absolument. Puis tu sais, c'est important de dire, par exemple, que le cheminement que j'ai fait, il faut le faire, dans le sens où, tu sais, il s'est pas fait tout seul, là, mon chemin, là, mon cheminement, là. Il a fallu que j'y aille d'en prendre des cours de développement personnel, que j'en écoute des podcasts, que j'y aille en retraite fermée, que j'investisse de l'argent en moi, puis que je n'en paye des séances. De ton, je te dirais, ton univers qui était rendu comme juste un nuage gris, là. Absolument. Fallait que tu te sortes de ça, fait que t'as posé des actions. Absolument, il faut le faire. T'as pas juste attendu qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Si tu passes ton temps à attendre, il n'y a rien qui va se passer, ma chum, là. Excuse-moi de te le dire, là. Ça peut être long, là. Tu peux attendre longtemps, là. Ça te tombera pas sur la tête du ciel, là, tu sais.
Fait que c'est ça. Puis non, fait que ça a été vraiment un grand cadeau parce que je suis convaincue que si j'avais pas vécu d'infertilité, ben je me serais jamais lancée comme travailleur autonome. Puis j'aurais peut-être pas de podcast. Puis tu sais, je serais peut-être pas assise sur ta chaise aujourd'hui. Tu sais. Exactement. Ça fait la Fait personne que que tu es aujourd'hui, que tu es exact. devenue, puis t'aimes cette personne-là aujourd'hui. Oui, Ben, exactement. bravo. Merci beaucoup. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça aurait été quand même un grand cadeau. Moi, j'ai une question. Comment tu as vécu ça, ton chum, à travers tout ça? Ben, je pense qu'il a vécu ça. Je peux pas dire qu'il a vécu ça exactement pareil comme moi, parce que, tu sais, par exemple, il a pas eu d'arrêt de travail. Moi, je l'ai dit, j'ai été 2 ans en arrêt de travail. Oh, quand même, Oui, ouais. 2 ans en arrêt de travail pour mon épuisement. Puis, tu sais, fait que moi, j'ai commencé mon 2 ans d'arrêt de travail en burn-out, là. Fait que fatigue intense, le goût de rien, de l'énergie pour rien. Je voulais pas sortir, tu sais, c'était vraiment, vraiment un gros burn-out. Limite proche de la dépression. Puis là, après ça, tu sais, à travers cet arrêt de travail-là, c'est ça, le développement personnel, psychothérapie à toutes les semaines, etc., j'ai refait 2 autres épuisements. Fait que quand je dis j'ai refait des épuisements, c'est que pendant mon 2 ans d'arrêt de travail, j'ai pas été 2 ans à terre à pas sortir de chez nous puis à être dans un trou noir, là. Tu sais, j'avais des regains d'énergie puis je continuais constamment de prendre soin de moi. Donc, évidemment qu'il y a eu des bonnes phases dans ces 2 ans-là où j'allais mieux, tu sais. Mais j'étais toujours quand même très fragile. Je continuais les traitements de fertilité. J'ai refait une deuxième fausse couche dans ces 2 ans d'arrêt de travail-là, tu sais. Puis, c'est ça, fait que j'ai rechuté 2 autres fois. En fait, c'est ça, depuis le début de mon arrêt de travail, j'ai eu 2 autres rechutes. Ma dernière, c'était au début de l'année, là, parce que ça fait pas longtemps. Fait que dans le fond, moi, j'étais en arrêt de travail, puis au lieu de retourner travailler, j'ai démissionné. Puis je me suis lancée comme travailleur autonome. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Fait que, tu sais, pour revenir à mon conjoint, il a pas, lui, eu d'arrêt de travail. Il a consulté comme, tu sais, il y a eu comme quelques séances avec une psychologue spécialisée en fertilité, mais pas beaucoup. Il a comme pas eu nécessairement besoin autant De d'aide que support moi, que toi. Je pense que mais les hommes, ça se peut-tu, tu sais, je regarde plusieurs couples là, qui ont vécu l'infertilité. Je pense que les hommes gardent ça peut-être un peu plus à l'intérieur, sont moins expressifs, ils verbalisent beaucoup moins leurs émotions. je pense que oui, et je trouve ça absolument malheureux et Hmm. désolant. Parce que ça aussi, je trouve que ça fait partie d'un enseignement de la société où les hommes, faut qu'ils soient faits forts. Puis là, parce que, mettons, c'est nous autres qui se piquent dans le ventre puis qui se fait faire une ponction de vulve, ben là, l'homme, faut qu'il soit fait fort. Mais non! On l'a dit tantôt, l'infertilité, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de couple. Parce que majoritairement, l'infertilité est vécue par des couples. Oui, il y a des gens qui vivent de l'infertilité comme en projet solo, qui sont célibataires puis tentent d'avoir des enfants seuls. Oui, ça existe absolument. Mais en majorité, c'est des couples qui vont vivre de l'infertilité. Donc ça me dérange beaucoup. Puis Mais ça revient un peu quand je disais le système. oui, c'est ça. Puis ça, c'est une des raisons pour laquelle c'est mon conjoint qui co-anime le podcast avec moi depuis la 2e saison. Parce que là, on lance la 3e saison en octobre 2025. La 3e saison, fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est mon conjoint qui co-anime avec moi. Parce qu'on essaye d'ouvrir la conscience des hommes par rapport à ça. Puis on essaye d'ouvrir leur cœur, puis de les amener à parler, puis à dialoguer. Puis Il y en je a pas beaucoup constate. d'hommes qui parlent de ça, hein. J'avais vu, il y avait un humoriste qui avait fait un spectacle. Oui, Ça s'appelait Je tire à blanc. Tiré à blanc, Tirer à blanc. Sébastien Haché, qu'on a Ouais. reçu au Ah, tu podcast. l'as reçu? Oui, dans notre première saison. Ah, c'est cool. Très bel épisode, Ouais. oui. Ça, j'étais vraiment fière quand j'ai vu ça. J'ai dit, waouh, tu sais, enfin, euh, un homme qui décide de prendre parole par rapport à ce sujet-là qui est extrêmement tabou. Souvent, les hommes en parlent pas du tout, là. Publiquement, là, il est un des rares, effectivement. Il y a eu Arnaud Soli aussi qui en a beaucoup parlé médiatiquement. Oui, j'ai vu. Ouais. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a Patrice Bélanger aussi qui en a Mais beaucoup parlé dans le temps. c'est là, drôle, moins hein, parce qu'à chaque aujourd'hui. fois que j'en entends parler, justement à la télévision, tu sais, j'étais avec mon chum, on est un à côté de l'autre, puis on voit la télé, puis je fais comme, ah, tu sais, on se regarde, moi puis lui, puis on est comme, wow. Parce que justement, on n'en parle pas assez, mais on se rend compte, moi puis mon chum, à quel point de plus en plus,
c'est un sujet qui est en train de devenir comme parce qu'on n'en aura pas le choix. Même les vedettes vivent de l'infertilité. Tout le monde! Les vedettes, là, sont en train... Tout le monde! Ils vivent des traitements de fertilité, fait qu'ils en parlent publiquement. C'est une maladie. Il n'y a personne qui choisit de vivre une maladie. Mais il y en a beaucoup plus qu'avant. Tu sais, je regardais, mettons, on recule de 15-20 ans. Ouais. T'entendais jamais ça à la télévision. Mais est-ce qu'il y a 15-20 ans, c'était parce que c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui? Oui, mais je pense qu'il y a une montée un petit peu. Il y en a un peu plus d'infertilité, je crois. Les couples en vivent peut-être plus ou décident de faire des traitements peut-être plus qu'avant, parce que même dans mon entourage, partout où je vais, je trouve que les gens vivent de plus en plus de l'infertilité comparativement, mettons, tu recules de 20 ans où c'était, tu sais, quelques personnes, tu pouvais en entendre, mais c'était beaucoup moins présent. Mais tu as peut-être raison aussi de dire que c'est parce que personne n'en parlait, mais de ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression qu'il y a plus de couples qui vivent l'infertilité maintenant qu'il y a 20 ans. Peut-être. Peut-être, ça se peut, tu sais, pour toutes les raisons qu'on a nommées précédemment, tu sais. Mais là, je voulais dire quelque chose, je me souviens pas. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Ben là, t'es en temps de pause. Je veux Oui. juste te dire, on est en temps de pause. Je suis belle, là. Belle, là. Ouais, c'est 20 minutes. C'est carré. C'est 20 minutes. Puis après ça, on va te rincer. Je voulais revenir aux hommes. C'est ça. J'adore. Et je pense que les rares hommes qui aimeraient en parler, ça cause une grande frustration en eux parce qu'ils savent pas vers quel autre homme se tourner. C'est vrai. Et je veux pas stéréotyper, je veux pas généraliser non plus, mais je pense que quand boys dans des gangs de boys, des gangs d'amis, on va avoir une tendance à moins aller dans les émotions. Fait que les hommes qui vont vivre de l'infertilité puis qui ont envie de parler de leurs émotions, ils vont vivre cette grande frustration-là parce qu'ils vont se dire, ben, est-ce que mes amis vont me comprendre? Est-ce que je peux en parler avec eux? Puis peut-être que des fois, ils vont justement essayer d'aborder le sujet, mais ça va être mal reçu ou pas mal reçu, mais tu sais, pas pris au sérieux. Fait que je pense que ça peut causer beaucoup de frustration chez les hommes qui aimeraient en parler. Et d'un autre côté, je pense aussi que il y a peut-être un aspect où est-ce que les hommes se disent non, faut que je reste fort, fait que j'ai pas le droit de m'exprimer sur le sujet, mais la vérité, c'est que c'est un être humain à part entière comme les femmes. Eux autres aussi ont des émotions. Puis c'est ça, eux autres aussi, là, c'est vécu difficilement, puis... Ben moi, mon chum, tu sais, je le voyais, là, tu sais, puis même, à un moment donné, il pleurait avec moi. Mais oui, les moi deux, aussi! on pleurait ensemble, Mais là. oui, moi aussi, mon chum, il a pleuré souvent. Puis c'est drôle parce que je disais tout le temps, de voir mon chum pleurer, ça me faisait encore plus pleurer, tu sais. Ben oui, c'est normal. Il n'y a rien de facile dans un processus de fertilité, non, là. Exactement. Il n'y a rien de facile, puis je dis toujours, puis je le dis à mes clientes parce que j'ai aussi un service conseil que j'ai lancé, un service où j'accompagne les gens dans leur parcours de fertilité. Je leur dis toujours, la clé dans votre couple, c'est la communication. Il faut que vous dialoguiez. En fait, la clé dans la vie, c'est la communication. Ça, c'est sûr. Dans tout. OK, puis, dans tout. Es-tu d'accord avec moi de dire que justement, par ce manque de communication, souvent, ça crée de la frustration. Puis il y a beaucoup de couples qui se séparent suite à l'infertilité. Oui. Énormément de couples se séparent. Il y en a, oui, il y en a. Il y en a que ça va teinter la relation, ça va changer la relation à jamais. Il y en a qui vont faire le choix de rester en couple quand même. Il y en a qui vont prendre le choix de terminer la relation. Je pense que quand même, par contre, dans les études, ça va renforcer plus les couples. Oui, mais c'est pas une question qu'ils sont pas capables d'avoir un enfant qui fait qu'ils se séparent. Mais moi, je parlais plus au terme de les deux pensent différemment. Oui. Il y en a un qui veut plus que l'autre. Oui. Ça cause des séparations. Ils sont pas à même place en même temps. Tu sais, souvent, j'ai beaucoup de gens que je connaisse qui ont vécu l'infertilité. Puis l'homme, il disait non, c'est pas vrai que je vais payer pour ça. Puis non, tu sais, moi, il faut que ça soit fait naturellement. Puis tu sais, ça aussi, encore une fois, là, je reviens au système parce que c'est ce qu'on nous a inculqué quand il faut que ça soit fait naturellement. Mais il y a beaucoup d'hommes qui vont penser comme ça puis qui vont pas vouloir
aller jusqu'à les traitements de fertilité. Fait que, Est-ce que parce que pour eux, c'est l'échec ultime? exactement, c'est ça. Parce que je trouve que ça, je reviens à mon mot macho, là. Hein? Si l'homme n'est pas capable de mettre sa blonde enceinte, tu penses-tu qu'il va pas se sentir coupable, lui? Exactement. Tu penses-tu qu'il va pas se dire, oui, moi, je suis pas un homme, moi, je suis supposé être capable de mettre ma femme enceinte? Hey, ça joue sur Écoute, l'orgueil, là. je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai déjà reçu comme Commentaire. j'en ai reçu des commentaires. Il a dit, tu capoterais. Mais genre, genre, mettons, quelqu'un qui décrit son infertilité puis qui dit que son couple, ils vivent l'infertilité. Puis t'as un commentaire d'un gars, passe-moi ta femme, tu vas voir, moi, ça m'a marché. Tu vas voir, moi, ça m'a marché du premier coup. C'est parce que t'essayes pas dans le bon trou! Je voulais pas le dire, je trouvais ça trop hard, mais c'est vrai, Ah, pareil. mais c'est ça que le monde dit. On t'a essayé dans le bon trou. Hey, man, ça, là, comme, ça vient tellement me chercher, là. Genre, je le pognerais par le cou. Ah ouais, 100%, 100%. C'est ridicule voir que tu dis ça à quelqu'un qui vit de l'infertilité. Non, mais c'est ça que je te dis, le monde, ils comprennent pas la détresse qu'il y a en arrière de ça. Ah, mais c'est pour ça que le monde, parce qu'ils prennent, la société prend la procréation tellement pour acquise. Ouais. C'est comme c'est banal. Acquis, dans le fond, c'est supposé d'être comme tout le monde a le droit d'être capable de procréer. Mais si t'es pas capable, ben, too bad for you. Genre. Ah, c'est la nature. C'est ça. On y va pas. T'es pas dû pour être mère, t'es pas dû pour être père. C'est un signe. C'est un signe. Hey, c'est un signe. C'est un signe de quoi? Que je mérite pas d'être mère? Que je serai pas une bonne mère? C'est un signe de quoi? Hein? En tout cas. Moi, ça me ramène un peu d'un pensée un peu de la religion des années 50, là, genre, c'est ça, c'est un signe, c'est Dieu qui veut, tu peux pas aller contre Dieu. Non, excuse-moi, c'est parce que Dieu, il veut qu'on se multiplie, là. Si on se ramène à l'essence de la base de la religion, Dieu, il veut que tu fasses un bébé, là. Il nous a fait de façon à ce qu'on se reproduise. Fait que, excuse-moi, mais ça marche pas, ça, là. Même l'aspect religieux fonctionne pas. Fait que tu peux pas me dire, Dieu, c'est un signe. Non. Fais confiance. Ça va arriver. C'est ça, fais confiance. Arrête d'y penser, là. Change de projet. Trouve-toi une autre passion. Fais un projet. Change de job. Déménage en campagne. Hey, moi, j'ai une médecin de famille. J'ai une médecin, pas ma médecin de famille, une médecin de famille au début de mon burn-out. Quand c'était urgent puis qu'il fallait vraiment que j'arrête de travailler, là. Je m'étais pris un rendez-vous d'urgence, là. Puis c'est cette médecin-là que j'avais vue. Elle m'avait dit, ben moi, je connais pas ça, là, l'infertilité. Là. Moi, j'ai 3 enfants, là, je l'ai pas vécu là, personnellement, là, mais elle dit, moi, j'ai une bonne amie à moi qui a eu de la misère à tomber enceinte, puis un moment donné, elle a déménagé en campagne, puis pouf! Elle a 3 enfants, puis pouf! Fait que là, j'ai dit, OK, fait que dans le fond, là, le remède, là, c'est qu'il faut que je déménage à la campagne. J'ai dit, OK, fait que là, vous êtes en train de me dire que c'est dans ma tête que ça se passe, là, et non dans mon utérus. Et non dans mon fonctionnement de fertilité à l'intérieur de mon corps. Une médecin de famille généraliste qui a un patient sur 6 par jour qui débarque dans son bureau, qui vit de l'infertilité, elle me disait ça. Ça fait aucun sens. Je suis ressortie de là plus brûlée que j'étais quand je suis rentrée dans son bureau. Ça m'amène à parler de quelque chose d'autre, niveau médical. Ouais. Tu sais, je trouve tellement qu'on n'est pas pris au sérieux par le système médical général. Mais non. Mais je trouve même que les femmes, c'est... Parce que moi, j'ai vécu énormément de... J'appelle ça de la violence médicale. Mm-hmm. C'est que je trouve que, ben, premièrement, on n'est tellement pas pris au sérieux sur nos douleurs. Absolument. On se fait faire des examens extrêmement intrusifs, douloureux, puis prends-toi une petite Tylenol. Hey, ta petite Tylenol, tu penses-tu que je l'ai pas déjà essayé 1, puis 2 fois, puis 10 fois? Puis tu sais, c'est ça que je dis souvent, tu sais, si ça serait, mettons, n'importe quelle autre opération de ce genre, mettons, mais pour un homme, je trouve que là, vite, dis-le, puis faut pas qu'il y ait mal, là. J'avais vu quelque chose passer sur les médias sociaux, je me souviens plus qui avait fait ça. J'ai fait quasiment un choc vagal. Oh oui, non, mais tu fakes, là. Ça fait pas si mal que ça, là. J'avais vu quelqu'un qui avait demandé à ChatGPT si, genre, un homme vivait des douleurs menstruelles,
Ah oui, il me Et semble là, que j'ai vu ça ChatGPT avait dit genre, oh non, non, mais ça ferait des années que le problème serait Oui, c'est ça que réglé, là. j'avais vu. Puis que genre, on n'aurait pas laissé les hommes souffrir de même, là. Impossible, impossible. On aurait fait des recherches approfondies, des scientifiques se On seraient aurait investi de l'argent. Ouais. Mais les femmes, Non, non, les femmes, on est capable d'en ben prendre. non, 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 là, on est vous êtes habitués capable. à la douleur, Oui, là. non, 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 Là, c'est vous ça. accouchez, là, vous êtes capable. Non. Moi, j'ai... Mais tu sais, se faire arracher une biopsie, puis se faire non. pogner un bout d'utérus, puis du col de l'utérus, Ben, ça, il n'y a aucun problème. Cringe, crunch, crunch, ça saigne de partout, mais c'est... t'as le ventre gonflé comme ça, pas de bon sens, mais non, c'est dans ta tête, ma chum. Moi, j'ai des douleurs menstruelles extrêmes, là, épouvantables, là, j'en vomis. As-tu une condition, toi, par rapport à... Ça l'a jamais été diagnostiqué, mais donc depuis que j'ai mes règles, depuis que j'ai 12 ans, à chaque mois, c'est immanquable, je ne suis pas fonctionnelle pendant que j'ai mes règles. Donc, ça dure là, une journée ou deux. Quand là, j'ai mes pics de crampes, là, écoute, ça me réveille la nuit, là. Il y a une des fois au début de l'année, là, à un moment donné, j'étais là, je vais tomber dans les pommes, faut que mon chum appelle l'ambulance. Hey. À cause que je suis menstruée, là. Imagine. À cause que je suis une femme, là. OK? Fait que là, et je veux juste dire que dans mes traitements de fertilité, quand on pose la question, parce que quand tu arrives en clinique, là, tu te fais poser plein de questions. Avez-vous mal au ventre lors des règles? Moi, je suis là avec mon drapeau rouge. Oui, je tombe dans les pommes quasiment, je vomis. Même pas pris en considération. Non, on passe à côté, là. C'est pas important, là. C'est pas important.